On va parler de la campagne présidentielle de Vladimir Poutine en Russie. Alors pour la mener, il peut compter sur sa fille, Maria Vorontsova. Alors vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce qu'elle est très discrète, elle s'exprime rarement en public, elle répond à très peu d'interviews, sauf... cette semaine, elle a parlé à MedTech Moscow, une organisation à but non lucratif, mais qui est affiliée à la mairie de Moscou. Un entretien filmé il y a un mois et qui vient d'être révélé. Alors, même si tout le monde sait que c'est la fille de Vladimir Poutine, elle ne se présente pas comme fille d'eux. Elle est interrogée en tant qu'endocrinologue. Ah oui, c'est celle qui est médecin. Endocrinologue. Elle a travaillé aux Pays-Bas, elle a travaillé même aux États-Unis. Elle était mariée avec un Néerlandais. Elle s'est mariée avec un Néerlandais. C'est la cadette, hein, la fille cadette. Non, là, c'est la fille. C'est la grande. C'est la grande, oui. Oui, vous avez raison, elle a notamment écrit pour des revues scientifiques qui sont publiées aux États-Unis et en Occident. Voilà, et c'est pour ça qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. Donc là, elle a répondu à une interview en tant que citoyenne russe. Que dit-elle? Eh bien, elle parle de la société russe, d'une société humaniste. Notre société, la société russe, avec nos principes de vie, notre culture et notre religion, n'est pas une société centrée sur l'économie. Nous sommes en grande partie une société centrée sur l'homme. Et pour nous, la vie humaine est le bien le plus précieux. Et chaque jour que nous vivons dans la vie, même s'il n'est pas si, excusez-moi d'utiliser ce mot, rentable, eh bien cela nous est égal, car nos valeurs spirituelles sont plus importantes. Bon, une société basée sur l'homme, sur l'humain. Mais elle a raison. Je vous ai entendu dire l'homme, quel homme. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Toute la société est basée sur l'homme et nous connaissons même son nom, n'est-ce pas? Le seul homme qui est Poutine. Donc, bien évidemment, elle donne très peu de rendez-vous. Il faut savoir que d'interviews. Il faut savoir que Poutine, il a deux filles. Hein. Il y a Maria Vorontsova et aussi Ekaterina Tikhanova, qui est plus petite. Il y a à peu près 1 an et demi de différence entre les deux. Et il n'a jamais accepté d'avouer que ce sont ses filles. Il les appelle ses femmes. Hein. Il dit il y avait une femme qui parlait, etc. On ne sait pas d'où proviennent les noms de famille de ces deux femmes. En effet, il y a absolument un lien. C'est pas le nom de leur mari. Alors il y a une qui porte le nom de sa grand-mère. Oui, c'est ce qu'ils disent. Oui. Donc, il y a une petite anecdote. Il y a Ekaterina Tikhanova qui est un peu la plus petite fille, qui est aujourd'hui une sorte de mariage civil avec un certain son mari Igor Zelensky. Le nom de son homme est Zelensky. Oui. Et vous imaginez, ils ont eu un fils. Et imaginons que dans la tradition, s'ils appelaient leur fils Vladimir, comme Vladimir Poutine, il aurait eu en famille son propre Volodymyr Zelensky. Ah oui. Le petit-fils de Poutine pourrait s'appeler Volodymyr Zelensky. Ils n'ont pas donné le prénom Vladimir. Non, mais c'est pour dire que les deux filles travaillent pour le père. En effet, toutes les deux, elles travaillent dans la généalogie, dans tout ce qui est endocrinologie, très avancée, parce que l'idée, c'est de travailler sur l'immortalité de Poutine. Et comme je vous avais dit déjà, le plus grand budget aujourd'hui de Russie reste le budget investi dans la recherche qui concerne cette longévité, anti-aging, et c'est toutes les deux travaillent dans les sociétés avec les plus grands scientifiques du monde entier. Sur la longévité humaine. Sur la longévité humaine, sur le génome humain. Ça, oui. Toutes les deux, elles travaillent pour prolonger la vie. Donc quand on parle de ça, c'est pas des histoires, c'est vraiment des vraies sociétés qui font des bénéfices inimaginables, et surtout les sociétés de ces deux filles sont les clients de ces sociétés, et ceux qui donnent de l'argent pour la recherche, c'est les banques russes et aussi tout ce qui est les sociétés de pétrole. Je ne sais pas si ça peut abonder dans votre sens, mais on voit que chez Poutine, il y a cette espèce de désir très profond de vivre longtemps, une dimension quand même, ce qui est plutôt rare pour un dictateur septuagénaire. Il a fait de la chirurgie esthétique, il a un équilibre de vie, voilà. On dit qu'avec Shoigu, ils vont voir des chamans assez régulièrement. Il a une mystique du corps quand il se tient très loin des personnes. Voilà, on sent qu'il est très soucieux de ne pas être contaminé. Pas d'alcool, très sportif. Pas d'alcool, très sportif, etc. Ça peut cadrer avec votre scénario. Alexandre. Il y a presque ce désir d'immortalité chez lui.
Et je voudrais quand même rappeler de façon beaucoup plus prosaïque ce que cette société qui travaille dans ce domaine de l'immortalité de la postérité, ça s'appelle Nomico. Cette société a été créée en 2019. Et d'ailleurs, la fille qui a donné cette interview, qui est passée d'ailleurs pratiquement inaperçue au départ, il y avait à peu près une centaine de vues. Après, les Allemands commençaient à s'y intéresser, tout simplement parce que les deux filles de Poutine sont nées en Allemagne. Ils sont nés à Dresde. Eh bien, donc, cette société Nomico est dirigée par un certain Igor Kovalchuk. Igor Kovalchuk, c'est l'un des plus proches de Poutine, avec qui ils avaient commencé leur carrière à la fin des années 90 à Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'était encore Leningrad. Ils appartenaient à cette coopérative Ozero, le lac qui distribuait des dachas aux copains. Voilà, aux copains. Donc, c'est quelqu'un de très proche de Poutine qui avait créé cette société qui travaille sur l'immortalité. Et d'ailleurs, ce Kovalchuk, juste un petit détail concernant la France. En 2012, il est intervenu comme mécène pour sauver de la faillite la librairie russe du Globe, la plus ancienne librairie russe de France, et qui existe toujours à Paris. À Paris, tout à fait. L'argent russe à Paris, c'est connu. Hein. En d'autres termes, il s'agit d'un Il y a État... Paris, il y a London-Grad, mais il y a aussi un Paris-Grad, alors. Oui, mais enfin, tout relatif quand même. Ouais. Je me demandais toujours pourquoi les journalistes ne fouillent pas plus dans la vie privée de Poutine. Pourquoi ça reste toujours un tabou. Et Maria Voron, oui, je vous interromps là, mais je voudrais vous montrer Maria Vorontsova. Justement, on enquête et on vous montre un pan de la vie de Poutine. Oui. Voilà, mais c'est la première fois qu'elle apparaît et elle ne se présente pas comme fille de Poutine. Jamais. Ouais. Donc c'est jamais. Donc le mystère reste entier, c'est-à-dire l'État fonctionne de façon complètement opaque. Elle, je vois deux. Mais vous croyez qu'il y a des Russes qui ont regardé cette interview dont on va revoir des petits morceaux là tout de suite et qui ne savent pas que cette femme qui parle est la fille de Vladimir Poutine? Bien entendu, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde, tout se sait aujourd'hui dans notre monde. Tout le monde dominé par le clic, par les réseaux sociaux, tout le monde le sait. Donc c'est un secret de polichinelle, évidemment. Donc, mais elle n'a jamais prononcé le nom de son papa. Donc évidemment, je glisse sur le cynisme quand il dit que la Russie est fondée sur l'humanisme, alors que son papa massacre des innocents. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne peut rien cacher. Et donc, alors, cette fille qui intervient d'abord de façon presque anonyme, etc., mais ça provoque justement une tempête de réactions dans le monde, notamment grâce justement à cette transparence qui existe aujourd'hui de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et moi, je ne serais pas partisan de penser que c'est orchestré par Poutine pour humaniser son image dans la campagne électorale. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, on ne peut rien cacher et donc la vérité finit par éclater. Alors, cette femme de 38 ans, la fille de Vladimir Poutine, qui n'évoque pas à la télévision son lien de parenté avec son père, parle aussi de littérature. Elle aime lire. Il faut qu'elle se montre ouverte, cultivée. Voilà, tout le contraire de ce que pensent les Occidentaux des Russes. J'aime beaucoup Pouchkine. Je peux lire Eugène Onegin plusieurs fois. J'aime beaucoup Dostoïevski également. Son livre L'idiot a récemment été adapté à l'opéra. Mais j'aime aussi la littérature étrangère. Plusieurs livres qui m'ont fait changer d'avis sur la vie. Aldous Huxley avec Le meilleur des mondes, je le recommanderais même aux jeunes scientifiques. J'aime beaucoup les autrices japonaises du Moyen-Âge. Jane Austen aussi. Orgueil et préjugés, mon livre préféré, c'est très actuel. Il y a aussi Dune. Je crois avoir lu les 12 livres. Je recommande vraiment Frank Herbert. Oui,
On se croirait dans la grande librairie. C'est la grande non, mais elle a une librairie. belle bibliothèque. Il faut lui recommander. Elle a une belle bibliothèque, hein. C'est apostrophe. faudrait- Bernard Pivot sort de ce corps. Il faudrait quand même lui recommander de dire Madame Bovary de Flaubert, non? Oui, oui. Vous ne croyez pas? Oui, C'est peut-être. pas mal, non, Oui. hein? Mais quand les gens disent qu'ils lisent, qu'ils lisent Pouchkine et Dostoïevski, ça veut dire comme si aujourd'hui vous demandez à une jeune de 38 ans française, qu'est-ce que tu lis? Elle va dire, je lis Zola, je lis... Donc oui, on a étudié ça à l'école, mais on ne lit plus ça, on l'a lu. Après, on lit la littérature Vous moderne. lisez on plus lit- Pouchkine, vous? Non. Pouchkine non plus, parce que c'est vraiment... La littérature russe me dégoûte aujourd'hui, pour tout vous dire. Voilà, parce que voilà, tout ça, ce qu'il y a derrière, ce qu'elle a apporté. Mais c'est vrai que j'ai aimé, à l'époque, quand les Russes n'étaient pas aussi agressifs sur l'Ukraine, j'ai beaucoup lu Pouchkine, et c'est vraiment la belle Et littérature russe. de Pouchkine l'époque. n'est pas responsable de la guerre actuelle. Non, mais on ne lit plus aussi les classiques à 38 ans. On ne lit plus. On les a lus à une période et on passe à la littérature moderne. Ça prouve que c'est pas que Poutine qui vit dans le passé, mais c'est aussi et toute la famille, tous ceux qui l'approchent, ils l'entraînent, ils regardent que dans le passé. Parce que Poutine, vous demandez ce qu'il aime lire, il va dire Pouchkine, Dostoïevski. Vous ne Parce que supportez plus la langue russe, j'imagine, en plus. je suis russophone, je sépare la langue russe de la Russie. Ah Parce bon? que Parce la qu'il y en a langue qui ne supportent russe, plus, qu'il y a des Ukrainiens qui ne veulent plus bien parler à sûr, mot russe. ils ont raison, ils ont raison. Mais la langue russe, c'est la langue de mon enfance, parce que moi, je suis russophone de naissance. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est transparent, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. C'est un peu comme si elle a dit des choses qu'on lui a... une sorte d'intelligence artificielle de base, vous voyez, qui n'a même pas encore avancé. Donc ça Un vrai montre- débat, hein. Renaud, quand, Ça vous êtes occupé par le Troisième Reich et l'armée allemande, est-ce que vous avez envie de lire Martin Heidegger? Non, non. C'est Ah oui, mais vous avez envie de lire Thomas Mann? Oui, ou Thomas Mann. Bah oui, vous pouvez lire Thomas Mann. Bien sûr. Ça ne vous empêche pas. Ou Oui, Hermann mais Hesse. bon, Est-ce que ça vous a empêché de lire Hermann Hesse? non, mais ça Bon, m'a bah, pas c'est pour empêché, ça que surtout que j'ai l'argumentation- rarement été envahi moi-même par les Allemands. Mais c'est une vraie question. L'argumentation moi, je peux entendre. de Alain Dans Vosquet. l'après-guerre, c'était Je ça. peux Plein entendre dedans. qu'en ce moment, sous les bombes, il y a des Ukrainiens qui aient plein plutôt dedans. envie de lire Pirandello que On n'a pas, l'écrivain russe. on doit laisser les Ukrainiens tranquilles et choisir aujourd'hui parce que c'est trop douloureux ce personne ne que leur vivent les impose. Ukrainiens. Et quand on parle de langue russe, de la grande littérature russe, ça nous donne des nausées parce qu'il n'y a pas de grande littérature russe aujourd'hui. Quand on voit ce que les Russes font en Ukraine, quand ils bombardent les villes toutes les nuits, quand il y a toutes les nuits les morts ukrainiens, donc non, niet à la littérature russe. Qui a dit, je ne sais plus qui a dit, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y aura plus de poésie allemande. Bien évidemment, c'était totalement stupide, mais émotionnellement, on peut l'entendre. Je vous propose d'écouter un dernier extrait de Maria Vorontsova, parce que là, comme ça, on termine par un message de paix et d'amour. Écoutez, Ah bon? Ah oui, oui, je vous assure. ça on va calmer un peu est le mauvaise plateau. langue. Oui, ce message de la fille, donc de Vladimir Poutine. Как человека, En ce qui concerne les êtres humains, je rêverais que les gens aient la possibilité de se connaître eux-mêmes мечталось о том, чтобы pour se développer autour de leur propre personnalité, и следовали бы этой возможности pour que nous puissions tous mieux nous comprendre et mieux dialoguer les uns avec les autres. приближаться к такому вот развитию себя как целостной личности. Je pense que beaucoup de problèmes sont dus à une mauvaise communication, à des malentendus, à une mauvaise compréhension des autres et à une mauvaise compréhension de nous-mêmes. Из-за неправильной коммуникации, из-за многих Il me semble que ce недопониманий désir de connaissance de soi peut nous aider à la compréhension de l'autre. и из-за непонимания себя в первую очередь. Вот, мне кажется, такой Ça peut nous aider pour dialoguer, mais aussi au niveau de la société. толчок к пониманию друг друга на уровне Mon rêve, диалога. c'est quelque part que les gens s'efforcent de se connaître eux-mêmes. Чтобы люди стремились к самопознанию. Jeunes filles soviétiques ont lu le Jane Austen, oui. Oui. Bon, Mais ce sont des éléments de langage, quoi, parce qu'on Oui, voit ça, c'est sûr. tout de suite qu'ils ne croient pas du tout à ce qu'elle dit. C'est un chat GPT, d'une certaine Est-ce qu'elle est façon, populaire en Russie qui Mais non, génère un certain nombre d'éléments Non, de mais quel est langage l'impact auxquels ils ne croient pas et personne n'y croit, Ouais. finalement. Colonel Ils ne les Goya. incarnent pas. Non, mais la question que je demande, c'est quel est l'impact d'une interview comme Bon. ceci, quoi. Est-ce qu'elle a une audience? Est-ce qu'elle est populaire? Est-ce qu'elle Non, est... pas du tout. Elle est Ça vous a fait transparente, réfléchir, alors. inexistante, parce qu'elle n'a pas droit d'exister comme elle veut. Et quelque part, dans ce qu'elle dit, j'entends la vérité dans ses paroles. Tu vois, Alexandre, malgré ça, parce que elle est
toute la vie, elle vit sous sa cloche, sous une cloche. Elle n'a absolument aucune liberté, pas beaucoup de liberté, ni de mouvement, ni de s'exprimer. Et elle doit faire des choses peut-être qu'elle n'a jamais aimé faire parce qu'elle a dit elle-même qu'elle ne voulait pas, elle n'arrivait pas d'être endocrinologue. Hein, c'était pas son choix. Et ça transparaît. Elle dit manque de communication, certainement. Elle manque de communication avec son père parce qu'il n'y a pas de communication avec lui. Oui. Il y a juste elle doit faire des choses qui lui sont imposées depuis son enfance. Et on voit, c'est encore une femme... Qu'est-ce qui est arrivé à la fille de Staline? La fille de Staline, elle s'est suicidée. Et son fils, Non, malheur. c'est sa femme. c'est son fils. Enfin, C'est sa femme qui toute la famille de C'est sa Staline femme qui a s'est très mal suicidée. fini. Et oui. la fille, elle est aux États-Unis. Et la aujourd'hui. fille a demandé l'asile politique, elle s'est enfuie. Voilà, aux Dans un des- États-Unis, elle est aujourd'hui. Elle s'est réfugiée dans une ambassade américaine Oui. dans un voyage. Là, la petite fille, elle est complètement un peu hippie, avec les cheveux de toutes les couleurs. Donc on voit la dérive. Et le totale. fils de Khrouchtchev, alors, qui a succédé à Staline, il est devenu aussi un Américain, citoyen américain.